L'instant chronique politique avec notre consultant politique Agapit Mafourika. Bonjour. Bonjour Latifo, bonjour Lali, Bonjour. bonjour à tous les téléspectateurs. Finalement, hier, le chef de l'État a parlé. Plus besoin alors de prendre des ordonnances, finalement. Personne, en tout cas ici, on ne l'a pas invité à prendre des ordonnances. Hier, on avait lancé c'était une boutade à tous ceux qui demandaient au chef de l'État de prendre de faire tout possible, de faire tout son possible. Certains l'appelaient directement à prendre des ordonnances, à recourir à l'article 8 de la Constitution. Et nous avions souhaité montrer les dangers qui guettent la Constitution du 11 décembre 1990, si jamais on devrait recourir à l'article 70 et 68 de la Constitution. Et que, au mieux, s'il fallait y recourir, ce serait peut-être pour mettre fin à la vie de cette Constitution à laquelle tout le monde tient. Heureusement, le chef d'État a su trouver les ressources nécessaires pour défendre cette Constitution, pour se positionner comme le garant de cette Constitution. Une Constitution que beaucoup défendent, je l'ai dit, une Constitution qu'on ne veut pas amender, une Constitution qu'on a emmurée, une Constitution qu'on, à la limite, qu'on a érigée en totem. Mais une Constitution que très peu ont souci de respecter, surtout quand leurs intérêts sont en jeu. Et dans le cadre de ce débat sur les réformes politiques, vous constatez que le problème de quelques semaines, c'est que les gens estiment que le président de la République a des pouvoirs au-dessus même de cette Constitution. Je pense que la sortie présidentielle a permis de recadrer les choses et surtout de faire honneur à notre Constitution. Puisque temps est qu'on ne veut pas la toucher, mais qu'on la respecte tout au moins. Et là, le président a remis les choses à l'endroit. Voilà. D'abord, avant de revenir à certains aspects de façon globale, on a un consultant communicant aussi, qui maîtrise le langage politique, la prestation du chef de l'État dans sa globalité hier. Le choix des termes, le langage, comment est-ce que vous appréciez l'ensemble? Le chef de l'État est un habitué des plateaux. Il parle très peu. On le voit très peu. Donc, mais quand il s'exerce à l'art, il le maîtrise. Donc, pour moi, rien à dire sur la posture présidentielle. Je suis habitué à le voir, les quelques rares sorties. La première fois que j'ai su la presse, c'était en août 2015. Il était à Paris, il y a eu une interview avec Malé Gomina et autres. Et puis, vous savez, vous connaissez, il sait utiliser les mots, il sait captiver l'attention de son auditoire. Il a quelque chose qui capte et qui fait que le message passe. Après, les gens peuvent ne pas être d'accord avec le contenu. C'est normal, puisque c'est une question de positionnement. Mais Patrice Talon sait communiquer, c'est son actif. Voilà, on passe donc à cette question-là, cette prestation d'hier. Finalement, un instant de leçon à ceux qui peut-être voulaient le piéger ou voulaient l'induire en erreur. Absolument, parce qu'il fallait bien que le président de la République se repositionne et surtout défendre les institutions de la République. Les institutions issues de la Constitution du 11 décembre 1990. Parce que tout ce que nous entendions, surtout de la part de ceux qui ne devraient pas les dire, parce qu'ils sont également détenteurs des sciences, pour ne pas dire un certain nombre d'approximations, je pense qu'il fallait bien que le président de la République recadre les choses. C'est ce qu'il a pu faire. C'est ce qu'il a pu faire magistralement, majestueusement et surtout en strict respect de notre Constitution. Et ça, c'est à son honneur. Puisqu'il n'est pas allé par 2-3 chemins pour montrer qu'il n'est pas au-dessus des institutions. Mais que le peuple, ce fameux peuple dont on parle, a un contour, a un visage. Et ce que nous avions déjà eu à dire, c'est que le visage du peuple, c'est le visage que nous donne l'article 4 de notre Constitution. C'est-à-dire, le peuple exerce sa souveraineté, soit à travers son pouvoir direct lors des référendums, ou alors à travers ses représentants élus. Donc deux manières, pas plus, d'incarner le peuple, que le peuple s'incarne dans la prise de décision. À partir de ce moment-là, plus rien d'autre, le peuple, plus rien ne s'appelle le peuple. Ceux qui appellent à la rue, ils ne parlent pas au peuple.
C'est un groupe, c'est une fraction. Même si tout Cotonou se met dans la rue, le Bénin n'est pas limité à Cotonou. Si Porte-Novo se met à la rue, le Bénin n'est pas limité à Porte-Novo. Le meute, l'insurrection, dans un système démocratique où nous sommes, où tout est en place démocratiquement, ne peut être assimilé au peuple. Les gens nous renvoient aux exemples du Burkina, on nous renvoie au Soudan, on passe des messages, mais on n'est pas dans cette configuration. On n'est pas, tout le monde dit que notre constitution ne doit pas être violée, on ne doit pas être amendé. Mais après, donc, vouloir la rue, penser que le peuple s'exprime dans la rue, penser qu'une poignée d'intellectuels représente le peuple, une poignée de religieux représente le peuple, une poignée de syndicalistes représente le peuple, une poignée de communicants, de communicateurs, de consultants, si vous voulez, si on pense qu'ils représentent le peuple, une poignée de politiciens, penser qu'ils représentent le peuple, c'est fait près d'une myopie absolument désolante. Et c'est ce dont le président, c'est ce que le président hier n'a pas voulu assumer en disant je reste collé à l'esprit de la Constitution. L'esprit de la Constitution, c'est que les institutions sont en place et fonctionnent régulièrement. Donc, vous comprenez que c'est une belle leçon. Une leçon à ceux qui l'appellent, ceux qui lui disent d'aller à la révision de la Constitution. Une leçon à ceux qui lui demandent d'aller au recours à l'article 108 de la Constitution. Une leçon à ceux qui pensent qu'il y a crise. Une leçon à ceux qui pensent qu'il y a impasse. Une leçon à ceux qui pensent que nos élections ne sont pas des élections démocratiques. Et donc, je pense que le président, hier, maître de son art, a su se mettre au-dessus de la mêlée et s'est positionné comme le véritable garant de la Constitution du 11 décembre 1990. Mais a-t-il véritablement évité les pièges? Mais bien sûr, puisqu'il n'y avait qu'un seul piège. Hein. C'était le piège le président de l'hyper-président. C'était le piège de l'hyper-président et il a été clair. Pour lui, il ne peut pas se mettre au-dessus des institutions. Il a dit, il a répété. Qui est-il, a-t-il dit, pour pouvoir se mettre? Lui, il est garant de respect des... Alors, le garant, c'est que les lois étaient régulièrement votées et que ces lois ont connu un début. Et d'ailleurs, il a expliqué dans quelles conditions ces lois ont été votées. Pratiquement, l'achat des partis à une voix près, donc voté par ceux qui ne veulent plus qu'on l'applique. Le deuxième, voté pratiquement à une forte majorité. Et à partir de ce moment-là, lui, arrêter l'application de ces lois alors qu'aucun consensus n'a trouvé au Parlement. Il est revenu sur le consensus. Il a expliqué qu'on était presque, on avait déjà retrouvé le consensus. Quand le comité paritaire avait fini de travailler, les gens avaient rédigé des lois dérogatoires, des propositions de lois dérogatoires, qu'ils ont signé la transmission. Et puis après, alors que tout le monde attendait la première qui doit valider avant que la Cour constitutionnelle ne soit consultée, que c'est l'opposition elle-même qui est revenue sur ça et a tout foutu en l'air. Alors, on peut donner l'onction à l'opposition de bloquer les choses. C'est comme si dans la nation, il y a deux poids, deux mesures. Donc je pense qu'après cela, il est revenu sur les limites du pouvoir présidentiel, qui n'est pas l'hyper-président, il ne peut pas. Il a fait de la conférence nationale, les gens disent qu'il faut organiser. Il a fait de la consultation. Avant que les lois ne soient votées, il y a eu un séminaire. En juin 2018, il ne l'a peut-être pas rappelé, il y a eu un séminaire qui a fait un large débat. Mais après, le président de la République lui-même a consulté la classe politique, a consulté la société civile, a consulté les anciens présidents de la République, l'un est parti, l'autre a préféré ne pas y aller, a consulté donc toutes les couches qui lui paraissaient importantes et a pris les mesures. Il a dit, continuez. Les institutions de la République lui ont dit, vous poursuivez, parce que la légalité de l'opération n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'était une certaine éthique propre à lui. Il ne voulait pas qu'on donne l'impression. Et donc, il a rectifié ceux qui disent qu'il y a impasse. Moi, je ne l'ai jamais dit, c'est-à-dire le président. Donc, il ne peut pas avoir impasse lorsqu'on applique les lois de la République et que les choses tournent normalement comme c'est le cas aujourd'hui. C'est vrai qu'on en déduit quand même ce qu'est le chef de l'État véritablement. Tout le monde se met en coalition et dit « Soyez, monsieur, plus fort ». Mais lui dit « Non, je veux être, on va dire, comme je suis, pas plus de force que j'en ai ». Oui, c'est ce qu'il a demandé au Lalis qu'il a évité. C'est le seul piège à éviter. C'était le président de la République. C'est vrai que dans le cadre de la Constitution... D'autres auraient sauté sur l'occasion. Ça aurait été une mauvaise inspiration. Ça aurait été une mauvaise inspiration. En tout cas, dans le cadre de la Constitution du 11 décembre 1990, s'il sautait sur cela, ce serait ouvrir la porte à toutes les dérives.
à toutes les dérives parce que les gens vont revenir, ils vont marcher. On va donner les gens, on va dire, on va tenter de revenir sur toutes les lois votées. Donc aucune action législative ne fonctionnerait, aucune action réglementaire ne fonctionnerait. On va rentrer dans une situation d'absence de l'État, d'anarchie. Et quand l'État va vouloir s'exprimer par sa force, il peut y avoir des situations déplorables. Donc, il y en a qui ont tenté de mettre en place un dispositif, un mécanisme qui devait nous conduire indubitablement à une crise sociale, crise politique. Je pense que le chef, en évitant ces pièges, est resté dans les contours de la fonction présidentielle et surtout de son statut de chef des institutions, de garant du respect des lois de la République, de garant du respect de la Constitution. Donc, oui, il a évité les pièges et c'est à son actif. On va vous arracher, on va dire quelques mots sur l'article 68 en lettres et en esprit. En réalité, pourquoi est-ce que le chef de l'État n'a pas voulu actionner cet article-là? Non, en lettres, l'article n'a jamais... En lettres, on n'est pas dans les conditions. Les institutions de la République, l'intégrité du territoire national, le fonctionnement régulier donc des institutions, le respect des engagements internationaux ne sont pas menacés. Ah, donc, comme je vous l'ai dit, cet article 68 est un article à deux conditions. Il faut déjà que les institutions de la République, l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale, le respect des engagements internationaux soient menacés de manière grave et immédiate. Et que le fonctionnement régulier des institutions soit menacé. C'est pas le c'est les deux actions cumulées, c'est des conditions cumulées. Et dans le cas d'espèce, mais aucune de ces conditions n'est. Au contraire, les institutions fonctionnent régulièrement et réellement, c'est une dynamique. Regardez ce qui se passe. Le chef de l'État, en début d'année, convoque le corps électoral. Très tôt. Ah, des citoyens disent, mais il y a une sorte de croisement entre les dates, chef des partis et le code électoral. On saisit la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais qui peut le plus, peut le moins. Si vous avez envie d'aller aux élections, vous êtes obligé de vous conformer au code électoral. Et à partir de ce moment-là, vous devez avoir satisfait aux conditions de la charte, puisque c'est des élections législatives. Il faut être en mesure de déposer son dossier. Donc il faut avoir le statut de parti politique dans le cadre de la nouvelle charte. Du coup, vous devez donner la preuve que vous êtes un parti régulièrement constitué dans le cadre de la nouvelle charte. Et c'est ça, constitué, ça veut dire un nouveau parti, ou un parti qui a satisfait aux exigences, donc ils se sont mis en conformité. Du coup, vous devez avoir alors, pour les anciens partis, un certificat de conformité. Alors, on a saisi ce mot, certificat de conformité, alors que, comme on a dit, c'est la preuve que vous êtes à jour, c'est tout. La Cour aurait pu dire la preuve que vous êtes à jour, un papier de conformité, une feuille de conformité, une lettre de conformité, tout. Ça a la même valeur. Donc, après, regardez donc, la Cour a réagi, la Sénat est actionnée, activée, l'Assemblée nationale a tourné régulièrement. Alors, quand les choses ont commencé par mal tourner, le président de la République invite les partis d'opposition qui avaient souhaité le rencontrer pour leur dire, écoutez, moi, je mets mon administration en orbite. Vous pouvez, on fera tout pour que vous soyez satisfaits. Ils n'ont pas daigné sauter sur cette occasion, saisir la perche. Ensuite, le chef d'État, quand dans une deuxième fois, seulement 2 listes étaient qualifiées, il a dit, ah, ça pose quand même un problème, mais ces 2 listes sont proches de moi. Donc, il allait chercher un consensus au Parlement. Puis, nous sommes déjà dans le processus électoral. Nous avons signé des engagements, notamment le protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Donc, qui fait que 6 mois, lorsqu'on est à moins de 6 mois avant les élections, tout recours, toute manipulation des textes doit se faire sur la base d'un consensus politique. Donc, allez vous entendre, vous allez au Parlement. Le consensus est presque réalisé, puis il y a un comité à travailler. Et au moment où il fallait achever le travail, les gens reviennent. Donc, les institutions fonctionnent, ça tourne. Alors, on ne peut pas dire que le recours de l'article 68 en lettres peut être possible. Maintenant, en esprit, c'est un pouvoir exceptionnel dont le président peut abuser. En esprit, c'est pour permettre que le pays tourne lorsque tout semble bloqué. Or, rien n'est bloqué actuellement, puisque même le concept de majorité-opposition n'existe pas dans le cadre des élections.
Il n'y a pas d'opposition dans l'élection. Nulle part. Dans aucun texte et dans aucun monde. En démocratie libérale, il n'y a pas de... Ce mot opposition n'existe pas. Ce mot élection intégrée ou quoi Inclusive. Mais ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas créer des néologismes ou créer des groupes de mots dans le cadre donc, des élections et en faire des doctrines ou des mythes ou des tabous pendant que le processus se déroule. Donc, il y a deux listes. Les deux listes sont des deux listes de partis politiques. Ils les appellent siamoises. Mais ces deux listes, même deux frères jumeaux, de même sexe, donc des vrais jumeaux, ont deux identités différentes. Encore que le chef de l'État a un peu relevé la notion d'idéologie un peu opposée de celle de... Non, là, ça serait que c'est dans la droite, je dis, même deux frères jumeaux, deux sœurs jumeaux, jumelles, d'une même... Donc, les vrais jumeaux, ou deux vrais jumelles, ils n'ont pas la même identité quand même. Ils n'ont pas les mêmes chaînes, ils n'ont pas le même ADN. Mais c'est ne pas vouloir voir la chose, la vérité en face, que de penser que ces partis qui hier se combattaient, regardez, vous allez voir, l'Union fait la nation, avec des partis étant membres de l'Alliance FCBE. Comment vous pouvez varger ensemble? C'était pas possible, c'était un conflit, il y a quelques années. Ils sont ensemble aujourd'hui, pas parce qu'ils s'aiment particulièrement, mais parce que la logique de la réforme du système particulier a donc, et l'idéologie, ne vous en faites pas. Quand vous les voyez, on dit, nous sommes les sociaux-démocrates. Ah non, nous, on veut partager d'abord ce qu'on a produit. Vous savez, mais il y a déjà le conflit. Mais pour le moment, personne ne veut voir ça. Donc, l'article 68, en esprit, ne dit pas que dès qu'il y a petite crise. Parce que si le président entre dans ça, comme beaucoup l'ont déjà dit, dès qu'il y a une petite crise au Parlement, on va prendre l'article 68. Quand même si même la dynamique démocratique au Parlement, la dynamique sociétale, le jeu des acteurs, qui est quand même le fondement d'une belle démocratie, d'une démocratie en marche, dès que ça va commencer, les gens vont dire, ah, président, prends ordonnance. Mais un président opportuniste, à qui on aurait déjà ouvert cette brèche, un président qui veut se maintenir, mais il va dire, je n'ai pas les moyens pour organiser les élections, donc je prends ordonnance pour prolonger le mandat de 2 ans. Mais on va rentrer dans l'incertitude totale. Et ça, ce n'est pas dans l'esprit. Donc, le chef d'État a voulu laisser l'article 68 et le reconduire, le replacer, le maintenir dans sa lettre, dans son esprit. Et ça, c'est encore à l'honneur, ça fait la fierté donc, du citoyen. Ça nous fait notre fierté que le président, alors qu'on l'appelle tous à utiliser des pouvoirs exorbitants, à le maintenir au-dessus de nos lois, il a préféré rester plutôt collé à la Constitution et éviter le piège des mesures exceptionnelles dans lesquelles les mêmes qui vont le pousser seront les premiers à dénoncer des abus. Voilà. Alors, concernant la réforme du système partisan, est-ce une démarche de qualité jusque-là? Non, ce n'est pas moi qui dis, c'est le président lui-même qui disait. Oui, effectivement, à partir du moment où on a mis un certain nombre de critères, c'est normal qu'on en arrive à la qualité. Effectivement, on est parti de 10 qui ont déposé leur dossier au ministère de l'Intérieur, 5 ont été validés avant les élections, ils ont pu déposer leur dossier, 4 ou 5, et là, voilà, 5 ont déposé leur dossier au niveau du ministère, au niveau de la Sénat, pour passer aux élections. Finalement, c'est 2 qui sont retenus. Alors, les 3 autres, le chef d'État leur concède de ne pas être content. Assume même parfois, assumer d'éventuelles lectures des choses, la faiblesse enfin, un certain nombre de hicks sur le chemin de la réforme, mais rester en disant, c'est nos réformes et ça produit de la qualité. Effectivement, regardez ceux qui sont en lice, c'est pas moins. Le président même a évalué à près de 150, si je ne me trompe, ou certains acteurs politiques l'ont évalué. Mais quand on regarde, c'est déjà les grands partis qui animaient la vie politique nationale. Le PSD, la RB, le FALAFIA, le Kadounia, et les partis dérivés de ces grands partis sont là. Des personnalités qui étaient membres d'autres partis sont là. Vous voyez, le président Nago, c'était Alliance IPD, et puis après c'était FDU. Donc, quand vous les regardez le nombre de partis. À part le PRD, pratiquement. Merci, à part le PRD, pratiquement tous les grands partis sont aujourd'hui regroupés dans les 2 blocs. Et ça est dans les 2 partis actuellement en lice. C'est pour dire que oui, c'est vrai,
qu'ils sont deux. Mais deux, c'est déjà ça. Et on a le choix. On a déjà le choix. Avant, on se contentait des micro-partis, des partis de clan, des partis de région, des partis de famille. Ouais. Vous savez, la Moumedi en avait deux, Gatien en avait, Adrien en avait, Rumponou en avait. À l'intérieur des familles. Exactement, c'est pour ça que je dis des partis. Donc, on se contentait déjà de ça, et tout le monde est content. Et donc, quand l'un est avec l'autre, l'un avec le pouvoir, l'autre va avec l'opposition. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut assainir. Et donc, ces élections sont les premières élections qualité, donc des réformes politiques. C'est un peu ça. Oui, la réforme des systèmes partisans porte déjà ses fruits. Quand vous écoutez le président, il porte déjà ses fruits. C'est déjà ça. Ça sera déjà différent dans 2 ans, dans 3 ans, puisque peut-être on en arrive à 2, 3, 4, 5 partis, mais il y a la qualité. Qui commence par... Maintenant, place aux unes finalement. C'est ce qu'il y a à retenir de... Je pense qu'on a déjà trop parlé. On a parlé du côté fiscal, on a parlé de 242, 242, 242. Place à la fête des élections. Et après, on a parlé, je ne sais pas, voilà, de consensus, de... Inclusive. Je pense inclusive, opposition. Bon, tout ça, c'est le génie du Béninois. Mais je pense que même les universités s'y perdent, c'est quand même dommage. Mais bon, là, je pense qu'on... On revient sur terre et on va aux unes. On revient sur terre, on va aux unes. Et je retiens quand même le président l'assume, une très bonne chose. Et ensuite, met en garde, conseiller met en garde ceux qui sont frustrés peut-être de ne pas y être, mais surtout appellent à la violence. Les élections, ce n'est pas la fin du monde. Les élections législatives, ce n'est pas la fin du monde. Le président dit, oui. Il n'autoriserait pas les violences. Ce qui est normal, l'État a un rôle donc de service public, une fonction de service public. Et ça passe par la sécurité des citoyens. Le président assure les citoyens qu'il garantit leur sécurité, qu'il ne permettrait pas de désordre. Je pense que le chef d'État est resté martial, mais dans les limites des pouvoirs que la Constitution lui donne. Franchement, c'était une belle opération. Donc une belle opération d'oratoire, je peux le dire, un bon passage. Il fallait bien ça pour que la campagne soit définitivement lancée. Et je pense qu'elle a été ainsi lancée par la sortie présidentielle. Chacun sait à quoi s'en tenir. Les élections auront bel et bien lieu le dimanche 28 avril prochain. Mais c'est vrai qu'il faut quand même retenir que depuis le début de toutes ces productions de concepts qu'on a tantôt rappelées, il y a quand même que la tension baisse. Chacun commence pas à comprendre depuis que les uns et les autres se sont mis dans un processus d'explication. Mais là, c'est le coup final pratiquement pour que chacun se range. Franchement, moi, je n'ai pas vu de tension. Je n'en ai pas vu. J'ai beaucoup circulé. Je n'ai pas vu de tension parce que, vous savez, la vie politique, pas tout, on n'est pas tous d'accord avec tous les choix. Donc, quand quelqu'un exprime son mécontentement, ce n'est pas ça la tension. C'est que les partis, je pense que c'est la pudeur présidentielle, c'est son souci d'élargir, l'élégance présidentielle qui ont fait qu'on a donné l'impression qu'il y avait une tension. Quand le président a dit, allez chercher le consensus, on ne peut pas comprendre qu'au Bénin, il y a ci et ça. C'est sa plus grande ouverture d'esprit qui a fait qu'il y a certains qui peuvent monter les enchères et on a fait croire qu'il y avait tension, qu'il y avait crise. Donc je pense que pour moi je vois que vous êtes rentrés dans nos marchés. Si les bonnes dames ne sont pas toujours contentes parce qu'elles estiment qu'elles ne vendent pas, c'est vrai. Vous allez dans nos églises, dans nos temples, vous verrez que oui, les citoyens y vont et ils s'adonnent à leur... Chacun va à ses occupations. Le pays tourne normalement. C'est vrai que, évidemment, l'argent qui circulait facilement parce que le produit de blanchiment d'une manière ou d'une autre ne circule plus et donc ça met tout le monde nerveux. C'est vrai que certaines réformes font mal et naturellement ne procurent plus davantage. Et c'est vrai que le changement, tout changement, toute révolution perturbe l'équilibre de ceux qui sont déjà dans des conditions données. Tout ça cumulé montre qu'effectivement il y a des difficultés. C'est cela peut-être qui a profité à la tension. C'est-à-dire que les gens ont profité de la situation pour monter leurs problèmes. Quand vous avez lu Topanou dans son, le professeur Topanou dans sa lettre ouverte, vous allez voir qu'il est remonté. Il n'a pas fait que parler des élections. Il a parlé du social, des 3 ans du président Talon, et il a fait un certain nombre de jugements de valeur qui concernent les difficultés liées aux réformes.
Donc, bref, non, il n'y a pas de tension. Pour moi, il n'y a pas de tension à baisser. Je pense qu'il y a au moins une certitude à avoir. Le chef de l'État a ramené chacun à leur niveau, à rappeler à chacun le contenu de notre Constitution. Curieusement, normalement, ceux qui devaient le lui enseigner, ils sont passés à côté. C'est lui qui se remaintient, qui se présente comme le garant de cette Constitution dont il a rappelé les limites, hein, et surtout les contours de la fonction présidentielle. C'est vrai, place aux jeunes, je pense que la campagne électorale a démarré depuis minuit, depuis 0 heure. Il faut laisser les citoyens profiter de la belle fête et qu'on ne leur rechasse plus de ces instants de littérature, de diatribe, de verbes. Et je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Vous qui êtes habitué de ces moments-là, est-ce que ça suffira, cette sortie-là, pour justement faire en sorte que ceux qui font de la littérature, de la production... nous tous sommes produits, et puis voilà. Nous commentons. Donc voilà, est-ce que ça suffit pour mettre fin à ça? Non, c'est nous qui devons mettre fin à ça. C'est-à-dire que nos plateaux ne doivent plus servir à faire le débat. Le débat est terminé, le débat est clos. Hein? On est en campagne électorale. Il faut que nous nous repositionnions sur la campagne électorale et sur les scrutins à venir, après sur d'autres choses. Parce que c'est terminé. Aujourd'hui, ce jour se clôture la session extraordinaire au niveau du Parlement. Non, la session extraordinaire, voilà, parce que normalement, la première session devrait s'ouvrir en première quinzaine du mois d'avril. Donc, il faut déjà clôturer donc, la session qui est extraordinaire en cours, ce sera aujourd'hui. Et puis après, il faut la nouvelle Assemblée nationale. Donc, l'activité parlementaire de cette législature, sauf cas de force majeure, est terminée, va se clôturer aujourd'hui, puisqu'il n'y aura pas de session ordinaire qui va s'ouvrir avant lundi, ce qui devrait quand même être le cas, parce que l'Assemblée qui est en cours est encore en validité. Normalement, le lundi prochain, on devrait ouvrir la session ordinaire, quitte à ce que mais ça, c'est les usages à Porto Novo et je laisse là à qui le droit, je ne suis pas qualifié. Donc, il faudrait que nous nous repositionnions, nous les commentateurs, analystes, quand je repositionne maintenant sur les défis, c'est-à-dire les élections et la suite. Donc, voilà. Terminer avec la section 8, terminer avec la 242 du code électoral, terminer avec le consensus. Les universitaires vont poursuivre dans leur laboratoire à travers des articles scientifiques qui vont alimenter de nouveaux débats scientifiques, des belles joutes d'amphi et surtout peut-être des tribunes, des grandes rencontres et forats. Je pense que on aura franchement apporté quelque chose d'une manière ou d'une autre à la littérature scientifique. Merci Agapit Napoléon Maforican pour votre chronique de ce matin. Merci et agréable journée à vous. Agréable journée à vous. Alors, cette émission se poursuit, Latifou? Oui, bien évidemment. Et là, avec Agapit Maforican, nous allons laisser place à l'étape suivante. L'étape suivante qui va nous permettre de revenir sur les hommes de l'année. Oui, on vous arrache déjà un mot sur ça. Il y a eu des gens qui ont marqué le temps, l'année écoulée, mais surtout les 3 dernières années. Un mot juste avant de partir. Ah ben, écoutez, je pense que comme c'est le plateau à venir, il faut laisser Cécile et Xavier qui passeront évoquer cette question. Voilà, donc c'est une expérience également que nous voulons lancer. Je pense qu'ils l'exprimeront le mieux. Je reste dans ma posture donc de commentateur de l'actualité. Et j'ai fini ma mission de ce matin.